Donc chaque vendredi, dernière séquence de notre émission, nos invités sont conviés en fait à débattre sur les enjeux de l'action publique européenne. Alors pour aujourd'hui, un axe en fait un peu particulier, je pense qu'on a commencé à l'évoquer à différents moments de la matinée. On s'est dit que quand on voit en fait ces transformations, quand on voit en fait ce chantier collectif, quand on voit toute la matinée, il y a eu beaucoup cette question aussi, bah oui, mais c'est aussi des nouvelles capacités. On a du coup cette question éducative en fait très très forte derrière la transformation qu'on a à faire. On l'a vu que ce soit avec l'école d'art avec Stéphane, Thierry tout à l'heure avec des professionnels qui à un moment donné juste changent de métier, Chloé à l'instant avec des musiciens qui sont multicasquettes et multimétiers, donc un large panel, c'est un peu comme sur la coopération, c'est-à-dire des enjeux éducatifs à tous les endroits, jusqu'aux citoyens sur les territoires, jusqu'à des personnes qui voient fondre en fait leur environnement. Donc on est ravis d'accueillir Laure Coudrello, qui est avec nous. Vous êtes directrice de l'agence. Bonjour Laure. Vous êtes directrice de l'agence Erasmus Plus France. Donc on va dialoguer avec vous en fait tout en cette fin de matinée. Et je vais laisser peut-être Vincent présenter un peu qui seront vos interlocuteurs. Donc bonjour Laure. Donc nous sommes également en compagnie de Martine Sousse, qui est conceptrice, productrice de nouvelles écritures et présidente de Il était deux fois. Martine Sousse, vous êtes également impliquée dans 2 projets de coopération européenne autour de la littérature, de la bande dessinée interactive et de la formation, avec d'une part un projet un projet Creative Europe intitulé Storyboards et également un projet Erasmus+, qui est piloté par l'université Aix-Marseille. Et notre troisième intervenant donc pour ce débat, nous retrouvons Ivor Davis, qui est basé à Sheffield, au Royaume-Uni, et qui est également conseiller en politique culturelle internationale. Alors, Laure Coudrello, on va démarrer en fait par vous. Donc, si on résume très rapidement la situation, on a des gros enjeux de transformation et d'éducation qui étaient quand même là avant. Une crise qui est venue frapper aussi assez durement à la fois des secteurs professionnels et des secteurs éducatifs, des inégalités aussi qu'on voit se creuser dans un moment où au contraire en fait on aurait besoin de pouvoir toucher tout le monde. Alors je vais vous poser une question simple. Je pense pas que la question soit simple, mais peut-être directement. Comment vous voyez aujourd'hui vous les enjeux autour des questions d'éducation et de coopération au niveau européen et comment vous le percevez et quels sont les points importants? Alors oui, l'éducation et la formation étaient évidemment très impactées par la crise du Covid, mais nous, ce qu'on a pu observer à travers l'agence, et ce qui est vraiment un fait marquant, c'est que les acteurs de l'éducation et de la formation, et notamment les acteurs dans le domaine de la culture, sont restés quand même très fédérés dans des actions de coopération. Et ce qu'on a pu constater, nous, sur l'année 2020, en tout cas sur tous les appels à propositions autour des partenariats, c'est que ces partenariats autour de l'éducation, de la formation en lien avec la culture ont été plébiscités par les acteurs de la culture. Alors c'est un petit peu toujours la même chose, c'est que l'Europe nous permet de nous projeter sur plusieurs années. Donc, pour des acteurs qui étaient un peu à l'arrêt, il y a eu ce besoin naturel de continuer à coopérer en dépit de la crise sanitaire. Et nous, ce qu'on voit, c'est une multiplicité d'acteurs qui se sont fédérés ensemble pour répondre à des appels à propositions, et plus largement en 2020 que dans les années précédentes, et sur une très grande diversité de thématiques au niveau de l'éducation. On avait quelques exemples à vous donner pour que vous ayez des choses un peu concrètes. Sur les projets d'enseignement supérieur dans le domaine de la culture, on a eu l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille, qui a travaillé sur une nouvelle approche de l'enseignement
de l'architecture face aux défis climatiques et sur le bord de la Méditerranée. On laissera bien sûr la parole aux acteurs directement pour parler de comics et digital, mais c'est aussi une approche qui met en avant la co-création, c'est quelque chose d'important. Dans la formation professionnelle en lien avec la culture, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris a été très actif pour proposer des échanges de pratiques et intégrer la dimension européenne à la profession, aux professions du théâtre. Dans la formation des adultes, on a eu le LABA qui a aussi agi, et il a agi sur l'idée d'une culture visuelle pour les entrepreneurs et notamment dans tout ce qui est éducation à l'entrepreneuriat. On a eu des associations du type Sambarizi qui, eux, ont travaillé sur médiation artistique dans le travail social et vice-versa. Donc, on a eu des acteurs qui se sont très vite engagés. Et puis, comme vous l'avez dit précédemment au cours de cette matinée, il y a eu ce nouveau programme de relance. Et dès 2020, on a bénéficié autour d'Erasmus+, d'un complément de financement d'environ 15 millions d'euros. Et là encore, il y a une réponse extrêmement active du secteur culturel, puisqu'il y avait une partie dédiée à tout ce qui était création artistique et développement du numérique, et que dans ces deux secteurs, les acteurs ont répondu de façon très importante. C'était des montants, on va dire, pas très importants comparativement aux montants qu'on connaît précédemment, mais sur la créativité artistique, on a eu 83 projets sur un ensemble de 198 candidatures, donc ce qui est pour nous formidable et qui montre bien que cette dimension européenne, elle est intégrée désormais à tous ces projets culturels, et que la dimension éducation et formation, comme vous l'avez dit, elle est un peu partout. Donc, les acteurs vont bien sûr sur les programmes qui leur sont dédiés, et on l'a vu aussi ce matin, ils s'intéressent à beaucoup d'autres financements. Et en tant que relais Culture Hub, vous le savez encore mieux que moi. Merci beaucoup, Laure. Je vais peut-être, Vincent, peut-être voir si... Oui. Merci Laure pour votre intervention. Et donc là, pour ouvrir cet échange et le débat avec également nos autres invités, nous allons commencer peut-être par Martine. Et donc voilà, pour aussi réagir par rapport à cette situation d'urgence et au regard de votre pratique, des projets que vous suivez. En réponse donc à cette crise, quelles sont un petit peu les transformations, les nouvelles coopérations, les nouveaux besoins peut-être de capacités qui émergent à votre avis? Alors Martine, on n'entend pas votre voix. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, nous avons beaucoup appris du premier projet qui a été développé dans le cadre du programme Europe Créative, qui s'appelait Comics and Digital, qui était présenté tout à l'heure par Saïf Eddinetchi, puisque c'était notre auteur tunisien, avec le partenaire tunisien que sont les auditions Apollonia. Et on a travaillé également, en l'occurrence, puisque l'axe numérique était important, c'est un petit peu plus ma veine, le numérique, on a travaillé avec un studio de création au Canada qui a apporté sa contribution. Et tout au long de ce projet, avec les Italiens, en France, avec la Tunisie, et donc par rebond avec le Canada, on a mesuré combien le secteur de la création avait besoin, nous semblait-il, notamment pour des jeunes professionnels qui arrivent sur le marché ou qui finissent de se former, avaient besoin de se structurer en termes de gestion de projets créatifs et d'aller vers des œuvres de collaboration en matière artistique. Ça, c'est quelque chose que nous semble-t-il, alors c'est le bon côté, de cette épouvantable pandémie, c'est qu'on a révélé que de jeunes
artistes, de jeunes créateurs, et c'est ce qui a justifié notre démarche de dépôt d'un projet Erasmus+, que nous avons engagé désormais, combien ces jeunes créateurs avaient besoin de se structurer dans la perspective d'œuvres de collaboration qui dépassent le champ de leur territoire et que ça appelle d'autres compétences, qui sont des compétences techniques nouvelles. On a axé très fort cette formation, cette approche sur les outils de télétravail et de dématérialisation. Et ça appelle aussi ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui sur des compétences des créateurs qui sont aussi comportementales et qui sont liées à l'empathie, à la capacité d'autonomie, d'innovation, de mise en commun, aux solidarités professionnelles qui peuvent se développer. C'est pas des compétences techniques, c'est des compétences de comportement, mais tout aussi importantes dans une logique de réseau. Très bien. Et je crois aussi également, dans votre pratique, vous voyez qu'il y a aussi des articulations avec aussi une diversité de métiers, d'acteurs. Complètement. Oui. Complètement. Et ça, c'est assez extraordinaire de voir combien aujourd'hui la situation peut rebooster, nous semble-t-il, hein, la créativité et la culture, en faisant en sorte que dans les industries créatives, des disciplines mesurent combien il y a de porosité entre elles. Nous avons fait intervenir dans le programme Erasmus+, Comics and Digital. Pardon, j'ai mal nommé tout à l'heure, hein, notre projet Europe Créative s'appelait Storyboards de plans et de sang, et donc le projet Erasmus+, c'est Comics and Digital. Et dans ce projet, nous faisons intervenir des auteurs, des éditeurs, des acteurs du métier du livre, des responsables de festivals et des créateurs sur une plateforme internationale par l'effet de la visio. Ces échanges s'opèrent et permettent aux étudiants que nous avons mobilisés en Turquie, en Espagne, en Italie et en France, de découvrir qu'il est possible de se projeter dans le domaine de la bande dessinée en direction de projets de films, de projets télévisés, de projets liés aux jeux vidéo, de projets liés au podcast. Et donc voilà, on s'aperçoit qu'il est possible d'explorer ça et que l'international se prête assez facilement à des projets collaboratifs par la voie des outils de télétravail et de la dématérialisation des pratiques, de la diffusion et aussi de la conduite de projet. Ce qui pose des tas de questions interculturelles du reste, hein, mais qui ne sont pas Très bien, on voit que là, effectivement, même au travers de la crise, il y a quand même eu ces opportunités où on voit qu'il y a un peu comme un cercle vertueux qui essaye de se développer, de se mettre en place, où il y a cette interaction entre le développement de la coopération, développement des compétences, interaction entre une diversité de métiers, et ça permet aussi d'ouvrir de nouvelles opportunités de création et aussi d'emploi, d'opportunités. Et très bien, merci. Est-ce que maintenant, en tendant le micro à Ivor, quelques éléments peut-être d'analyse de ton côté, donc au regard de peut-être cette articulation entre les secteurs culturels et éducatifs? Oui, vous comprendrez assez bien que j'entre un peu dans ce discours d'une certaine manière à travers. C'est pas juste parce que c'est un moment post-Brexit, mais aussi parce qu'on est en train chez nous de se poser des questions assez fondamentales sur la façon la base de notre coopération européenne et le renouveler. Mais c'est peut-être quelque chose on s'est rendu compte au cours de nos discours dans l'émission qui a passé tout à l'heure, que ce moment surtout de Covid, mais aussi le moment de passage du digital, des médias sociaux, etc., nous mène à un moment où le modèle où on compte sur les contacts locaux de coopération, de collaboration comme racine ou comme situation de notre travail. Et on allait au-delà de ça pour faire des coopérations européennes. On est maintenant, actuellement, dans un moment un peu différent de ça, parce que ces derniers 14 mois, on crée une rupture locale aussi. Et donc l'enjeu pour le moment, c'est non seulement de comment étendre nos contacts, nos collaborations, nos coopérations au niveau transnational, mais aussi
comment reconstruire quelque chose autour de nous. Alors, je pense que c'est intéressant comme enjeu pour les projets transnationaux actuels, soit Erasmus+, soit Europe créative. Parce qu'on peut pas, pour moi, on ne peut pas compter pour le moment ni de l'un ni de l'autre. Tout est à faire. Et j'introduis ça dans le débat parce que je pense que c'est une question d'actualité. Peut-être, on reprend le cercle, peut-être Laure Coudrello, peut-être déjà une réaction par rapport à ce qu'évoquait en fait Martine et Ivor, et puis peut-être aussi sur un peu cet enjeu sur 2021-2027, quels sont aussi peut-être côté européen, un peu les priorités un peu de cette nouvelle programmation en termes éducatifs. Alors, moi, ce qui me paraît très important dans ce que les uns et les autres ont dit, c'est que on a, face à la crise, beaucoup mieux réagi en étant très créatif, beaucoup plus créatif peut-être que par le passé, parce qu'on était dépourvu d'un certain nombre d'outils et qu'on a su les trouver ailleurs. Je pense qu'on est resté, alors ça, Brexit ou pas Brexit, mais on est resté aussi en lien très fortement avec les acteurs territoriaux et les acteurs de petite taille, parce qu'il y a eu quand même collectivement un élan à essayer de faire que personne ne reste sur le chemin. Et je crois que ça, dans les coopérations et la typologie des coopérations qu'on a pu voir et les réponses à 2020 et sans doute celles qu'on aura à 2021, on voit cette mixité des acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être encore renforcé par le Covid. Et puis surtout, on va dire les grands défis sociétaux, alors que sont cette fameuse transition numérique avec pas tout le monde en capacité de pouvoir s'y adapter, mais progressivement une sorte de volonté collective d'aller vers ceux qui ont le plus de difficultés sur ces sujets. La prise en compte de la transition environnementale beaucoup plus forte que précédemment. Vous l'avez montré ce matin à plusieurs reprises, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment rentré. Et puis, ce sentiment quand même que collectivement, au niveau européen, on pouvait réagir. Donc, quelque part, les trois grands défis qu'on va retrouver à la fois sur Europe créative et sur Erasmus+, pour la période 21-27, celui des deux transitions numériques et environnementales, celui d'une meilleure inclusion, donc quelque part une accessibilité de plus petites structures au programme, avec en tout cas pour Erasmus+, la possibilité de créer des projets de plus petite envergure pour démarrer des choses collectivement. Elle est déjà quasi intégrée. Et puis ensuite, ce commun des valeurs européennes autour, alors qu'on retrouve dans les projets quand les arts peuvent servir à améliorer le travail quotidien avec des jeunes qui sont en décrochage ou des activités de ce type-là, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve. Donc quelque part, la crise nous a un peu accéléré notre transition vers 21-27. Et comme on l'a bien montré tout au long, enfin vous l'avez montré tout au long de cette matinée, le fait qu'on ait ce plan de relance européen avec des priorités qu'on retrouve dans nos programmes, c'est quelque chose qui va nous permettre de rebondir assez vite. Et ça, c'est quand même le souhait qu'on a, puisque à la fois pour Europe créative, il faut le dire, et pour Erasmus+, le Parlement européen a fait confiance à ces programmes et a bien doté et beaucoup mieux doté ces programmes pour la période 21-27, ce qui ouvre un formidable champ de nouvelles opportunités. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire dans un contexte, et un contexte un peu violent, où on a besoin aussi d'avoir des perspectives beaucoup plus lumineuses, on va dire.
Peut-être Vincent, si tu points. Oui, ou peut-être aussi pour continuer à interagir avec nos invités et peut-être voir avec vous, Martine et Ivor. Laure, vous évoquez aussi notamment la question de la transition en fait, du numérique et qui est aussi cet effet d'accélération par le biais du numérique. Par exemple, Martine, au regard de votre pratique, du secteur aussi qui évolue, comment aussi le numérique agit en fait sur le développement de nouvelles créativités, de nouvelles relations, de nouveaux partenariats ou de nouvelles collaborations en fait? Alors, nous, on l'a observé sur 3 points sur lesquels on questionne plus avant dans le cadre de ce projet Erasmus+, qui est en ligne droite avec l'Europe créative qu'on a terminé. Il y a 3 axes, en fait, qu'on a envie de travailler, sur lesquels on se questionne. Le premier, c'est qu'on s'est aperçu que le numérique permettait aux jeunes de s'ouvrir des perspectives, aux jeunes en formation, je parle aux étudiants, quel que soit leur niveau de formation, ça leur ouvre des perspectives de désenclaver un peu leur pratique, et en l'occurrence pour la BD de sortir de la planche et de l'isolement pour aller vers d'autres métiers. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il faut apprendre à dialoguer. Donc c'est aussi notre intention et ce que nous sommes en train de développer, de modéliser un petit peu ces formes de dialogue. On ne parle pas facilement avec un story architecte ou avec un développeur quand on n'a pas dans sa pratique du numérique très avancé, même si aujourd'hui tous les illustrateurs travaillent peu ou prou sur tablette. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc cette vision-là vers un futur désirable pour eux. La deuxième chose, c'est qu'il nous semble que le numérique permet à des artistes ou des créateurs plus fragiles ou moins installés dans leur discipline, de s'y créer une légitimité, une reconnaissance et d'y ouvrir également pour eux des pistes professionnelles. On l'a vu notamment parce qu'on a décidé de travailler particulièrement sur la position des jeunes femmes auteurs dans le monde de l'édition et en particulier dans la BD, qui sont un petit peu victimes de stéréotypes de genre. C'est un peu le sort de toutes les femmes dans le monde professionnel et qui sont un peu isolées puisque souvent elles se forment à la bande dessinée et puis elles s'orientent assez vite vers l'illustration jeunesse. Donc, on essaie de travailler ça avec eux. Et dans le cadre de ce programme, et grâce au soutien de l'Europe, on peut engager 2 séries d'enquêtes qui vont être distribuées dans les 4 pays sur la position des femmes, la question des stéréotypes de genre et la présence des femmes dans les œuvres créées. Donc ça, c'est important pour nous parce que c'est une manière de stimuler un petit peu ces jeunes auteurs et d'interroger la profession aussi à l'échelle européenne. Et le troisième point, je l'ai oublié, mais je pense qu'il rejoint. Oui, pardon, c'est important pour nous. Et ça concerne un projet qui n'est pas encore engagé dans un programme européen, mais qui va être soumis certainement prochainement. Pour les jeunes, pour les disciplines qui ne sont pas encore, pour les créateurs qui sont dans des dispositifs plus petits, qui ont peu de moyens budgétaires, quelque part, l'évolution du métier, les contraintes posées par la Covid-19 font qu'ils se projettent dans des propositions qui leur permettent d'imaginer, de travailler avec d'autres de manière plus simple. Une compagnie de danse, des comédiens, quand ils montaient un projet aujourd'hui, à l'international ou à l'échelle européenne, devaient obtenir des financements importants, notamment pour des questions de mobilité, qui allaient emmener des 10, 15, 20 personnes à les suivre sur les territoires et sur les dates qui avaient été bookées. Aujourd'hui, on peut travailler très amont sur des projets moins gourmands en budget, parce que très vite, on peut engager ces collaborations de manière dématérialisée et du coup s'offrir la possibilité d'expérimenter de nouvelles formes, de nouvelles grammaires, de nouvelles écrits dans la danse, dans le théâtre, dans le livre, qui sont facilités par le fait que, en termes de conception, sur la première phase, on peut aller chercher très vite des collaborations et mettre en œuvre des expérimentations de manière peut-être un peu plus simple, jusqu'au moment où en diffusion, on va pouvoir se déplacer, où on va pouvoir dématérialiser son expo, sa représentation, son concert ou autre. Il me semble que ça, c'est une évolution. Alors moi, je suis une éternelle optimiste. Je me dis que peut-être c'est ça qu'on a un peu gagné de cette situation terrible et que ça va certainement perdurer au terme quand les choses seront un peu rentrées dans l'ordre. Et donc effectivement, là, il y a peut-être sur cette dynamique de projet où on peut commencer à
à travailler peut-être à plus petite échelle, progressivement. Ça permet d'avoir, entre guillemets, un premier pied à l'étrier sur une dynamique de coopération. Et donc, comme l'indiquait Laure, il y a donc une évolution au niveau du programme Erasmus+, sur ces projets de coopération à petite échelle. Donc, ça permet d'y avancer progressivement. Et puis après, peut-être pour rebondir sur le deuxième point de Martine, notamment sur la question de l'attention en direction des thématiques, de comment lutter contre les stéréotypes ou l'inclusion, ou comment aussi faire évoluer un peu les représentations des acteurs ou aussi de la société. Ivor, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs britanniques qui sont investis sur ces questions d'inclusion, de diversité. Est-ce qu'il y a... de ton expérience, de ton point de vue, regarde aussi une grande mobilisation sur ces enjeux sociétaux au Royaume-Uni, par exemple? Ah oui, oui, évidemment, peut-être on a un rapport qui lie la culture et les questions sociales. On a ça de très longue durée, ça existe un peu partout, mais peut-être il y a une base théorique un peu plus avancée vu la longue durée de ces connexions au Royaume-Uni. Et je pense que c'est pas pour dire qu'on a de quoi former l'Europe. Au contraire, c'est que peut-être la possibilité de partager dans l'expérience et l'avancement du plan théorique de ces questions-là est très important. Et je pense que Erasmus+ est une base très importante pour ça. Je ne sais pas, je voulais peut-être juste retourner à quelque chose qu'a évoqué Laure tout à l'heure sur le rapport avec Covid. Si vous me permettez, je pense que on peut regarder Covid comme un moment qui est presque même une crise qui est d'une certaine durée, qui va à un certain moment se terminer. Et où on retournera sur quelque chose, où on arrivera sur un moment moins plus certain, quoi. Oui, c'est possible, mais pour moi, ce n'est pas la question. Pour moi, la question, c'est vraiment comment on peut s'emparer de ce moment de maximum d'incertitude pour regarder au-delà, pour chercher de nouveaux modèles, pour se réunir de façon nouvelle, etc., etc. Je parle de au-delà de la crise et pas après la crise, parce que oui, peut-être il y aura un après la crise, mais peut-être et peut-être pas. Et c'est peut-être pas ça qui est la vraie question. Peut-être la vraie question, c'est comment se reconnecter avec le moment actuel. Et ça évoque non seulement les questions du Covid, mais aussi les questions, comme on dit, numériques et les grandes questions de l'environnement, de déplacement des humains, etc., etc. Donc, pour moi, se redéfinir, se réimaginer sa place en tant que secteur culturel au cœur de ces questions-là est très important. Et c'est pour ça que, oui, Europe créative, mais en particulier Erasmus, je trouve ça quelque chose de très important. C'est une question d'éducation, information et de connexion. Merci Ivor. Peut-être pour rebondir en fait sur ce que tu dis, puis bon, ça a été évoqué aussi par Martine avec la question des soft skills. Là, on voit aussi que c'est une question aussi d'aujourd'hui travailler dans cette question d'incertain. On l'a évoqué aussi à différents moments de la matinée. C'est aussi un autre champ de compétences en fait qu'on a besoin d'investir, qu'on a besoin d'ouvrir. C'est absolument pas donné et c'est pas de se dire après ça va revenir comme avant.
Parce que les transformations, elles étaient déjà finalement, il y avait déjà la crise arrive sur un moment en fait de transition aussi qui était déjà entamé. Elle le renforce, ou on va dire, elle lui met une péripétie, si on peut le dire de cette manière-là. Mais peut-être une question pour Laure dans ce cadre-là. Par rapport à cette question éducative et de compétences telle qu'elle est en fait dans le programme Erasmus et au niveau européen, est-ce qu'il y a aussi une évolution de la manière dont sont appréhendées en fait, dont est appréhendée la question des compétences, pour aussi peut-être quel est le champ de compétences en fait qu'on vise derrière, et est-ce que justement ces questions de soft skills ou de compétences peut-être qui ne sont pas exactement professionnelles mais un peu plus larges sont importantes? Nous, elles sont essentielles. L'idée de la mobilité, c'est pas la mobilité pour la mobilité, c'est la mobilité pour les acquis qu'on en tire. Et les acquis qu'on en tire, c'est toutes ces compétences transversales qui font que, mis dans un contexte différent, on réagit de façon différente, qu'on gagne en autonomie, qu'on est capable de parler dans une autre langue, c'est le traitement des difficultés qu'on arrive à résoudre. C'est ça qui, pour un jeune, prévaut aujourd'hui. Et ça, les compétences transversales, elles sont à la base du programme Erasmus+. Et moi, je voudrais quand même intervenir sur quelque chose. Il y a une demande des jeunes qu'il faut prendre en compte. Les jeunes ne se contentent pas aujourd'hui du numérique et du tout numérique. Nous, la plaidoirie qu'on a et qu'on entend de tous, ils ont tous été frustrés de ne pas aller dans leurs universités avec la régularité qu'ils connaissent. Ils ont été privés d'échanges humains. Ils ont été aussi privés de ce relationnel avec leurs enseignants, de cette allée et venue qui est beaucoup liée au présentiel. Et ils sont, dans les dernières enquêtes qui ont été montrées, beaucoup plus exigeants aujourd'hui pour avoir des cursus qui intègrent la transversalité, avec une transversalité qui inclut, par exemple, toute la partie culturelle qu'ils n'ont pas forcément dans les universités en Europe, peut-être différemment des universités anglo-saxonnes. Ils réclament aussi des expériences d'apprentissage très variées. Donc, ce sur quoi on est tous d'accord, c'est que la mobilité physique, elle est essentielle, qu'elle va forcément, après la crise de la Covid, se marier avec des activités numériques avant, après, autour, mais que la demande des jeunes aujourd'hui, et pas que des jeunes, des jeunes comme on les prend dans le programme Erasmus+, de 7 mois à 90 ans, derrière, il puisse y avoir un retour de ces liens physiques qui sont absolument nécessaires. Alors, le numérique va garder une place, va s'intégrer, ça c'est une certitude maintenant, on a une pratique de bientôt 1 an et demi d'échange, mais nous, ce qu'on voit nous, c'est qu'il y a une demande extrêmement forte des jeunes à pouvoir très vite repartir pour aller rencontrer l'autre dans une relation humaine nécessaire. Merci Laure. Peut-être qu'on commence à arriver un petit peu vers la fin en fait de cette matinée, de ce dialogue. Peut-être on peut refaire un tour aussi sur peut-être Martine, Ivor, puis je laisserai la parole à Laure pour finir. Au regard de tout ce que vous avez un peu entendu, déjà peut-être un point important en fait pour vous que vous voulez souligner, puis aussi peut-être ce que vous êtes en train de développer. Alors d'abord, effectivement, je remercie
Alors sur ce point, parce que pour nous, le numérique est un outil d'abord, c'est aussi ça permet une production originale. Hein. Il y a en BD, il y a des narrations en tout numérique, mais c'est d'abord un outil, c'est pourquoi on a une envie folle de revenir dans le réel, et y compris quand on travaille avec des étudiants à distance, ils se constituent en groupe dans des salles numériques et on sent qu'ils ont envie et on a envie de les rencontrer. La qualité de relation est différente. Évidemment, ça ne peut être qu'une étape pour revenir dans une vie réelle de contact. On en a autant besoin qu'eux et pour eux, c'est vital. La deuxième chose que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, je le regrettais, c'est que pour nous, il y a aussi une intention dans ce que nous permettent les programmes européens. Et ça, c'est important pour la suite. Et c'est important pour moi dans le cadre des collaborations avec l'université, c'est que la recherche est impactée. C'est que les enseignements qui sont tirés de cette période, et de cet épisode et des actions qu'on mène avec Aix-Marseille Université, elle nourrit le travail des chercheurs et des chercheurs, pardon. Et ça va certainement produire un certain nombre d'axes de travail, de réflexion qui vont évidemment se prolonger au-delà de cette période de chaos qu'on traverse. Donc la recherche, elle est évidemment au cœur de notre problématique. C'est important parce que ça veut dire qu'on espère pouvoir ici poser un peu des points de référence pour la suite et pouvoir travailler autrement les prochains projets. Et dans notre actualité, nous, on est complètement noyés dans le programme puisqu'on a complètement renversé dans notre pratique. On devrait être actuellement à Aix et la semaine prochaine en Turquie, donc on fait autrement. Et notre action était extrêmement liée à l'existence de festivals de bande dessinée. C'est pour 2023 et on croise les doigts très fort pour qu'à ce moment-là, les échanges puissent être physiques, puissent être possibles. Voilà. Triangle du coup qui s'élargit, comme on disait ce matin, éducation, culture et recherche, qui est finalement le triptyque un peu aussi sur lequel on mise aussi les politiques européennes aujourd'hui. Peut-être Ivor, par rapport à ça, si tu as toi aussi peut-être un point que tu veux plus particulièrement souligner. Quelque chose de nouveau à ajouter. Peut-être si je retourne un peu au terme que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le terme de do it yourself, ou bricolage, on emploie en français. C'est juste pour... c'est quelque chose qui nous apparaît assez important dans nos discours. Mais je ne veux pas laisser l'impression que le bricolage, c'est quelque chose de simple, d'alternative aux programmations complexes, aux connexions complexes et tout ça. Au contraire, c'est que je pense qu'on est à un moment où on peut rester sur un bricolage. Ça peut être un bricolage de formation, de recherche, de coopération. Mais le terme est important parce que c'est trouver de nouveaux moyens de se connecter l'un avec l'autre, mais aussi avec les réalités autour de nous qui ne sont pas du tout claires. Donc, je peux juste, si je peux finir par rester sur ce mot-là, mais sans introduire une opposition entre bricolage et structure. C'est pas ça du tout. Merci beaucoup, Ivor. Et peut-être, je vais me tourner vers Margot aussi, puisqu'on a quelques questions qui sont apparues sur le chat. Margot ? Oui, donc on a deux questions, notamment d'une personne qui est artiste et également développeuse Erasmus+, donc qui souhaitait savoir comment, peut-être pour rallonger la question, comment être visible en tant que développeur et peut-être, Laure, si vous pouvez nous présenter un peu aussi la gouvernance et l'accompagnement de l'agence à ce propos. Alors, on est un petit peu décalé par rapport à Europe Créative, puisque nous, on a bénéficié d'un guide du programme qui est aujourd'hui disponible depuis mars, et que, tenant compte de la difficulté et de l'impossibilité de se rencontrer en présentiel, on a mis en ligne absolument tout ce qui était possible de mettre en ligne sur le site de l'agence pour permettre
tout le monde de répondre aux appels à propositions. Les appels à propositions sont ouverts et on va avoir par contre une très courte période de réponse pour les acteurs. Donc c'est là-dessus qu'il faut se sensibiliser. Dans l'équipe, on a renforcé le partenariat avec le ministère de la Culture et avec vous, Relais Culture Europe, depuis maintenant longtemps. Et désormais, on a une personne dédiée qui s'occupe de la culture chez nous, qui est conseillère technique auprès de la direction. Et donc, vous pouvez évidemment la consulter et lui envoyer des demandes. Et on est en train de transformer notre réseau des développeurs pour être vraiment sur un maillage territorial beaucoup plus fin. Donc c'est dans ce contexte-là que la personne va pouvoir nous approcher puisqu'on est en train de redéfinir ce réseau des développeurs et c'est un travail qui est en cours, qui a pris un peu de retard du fait du Covid, mais qui prend tournure et qui sera mis en place, je pense, définitivement au début de l'été. Margot, peut-être, je ne sais pas si j'en voyais que tu me disais, il y avait une deuxième question. Oui, une autre question également sur je pense sur un projet qui a peut-être été soutenu à travers une exposition et des mobilités, l'Europe, le voyage en prime, qui pose la question de comment pouvoir rendre visible ce travail et comment aller plus loin avec les compétences des artistes et des scientifiques. Alors, on a une action collective. Chaque année, on a des Erasmus Days qui sont souvent l'occasion, à travers toute l'Europe, de parler des projets qu'on a réalisés, de redire avec qui on a pu travailler. Donc ça, c'est vraiment le moyen le plus simple que je vois à rendre visible le contenu d'un projet et de le valoriser. Vous savez que nous avons une plateforme pour Erasmus+, de valorisation au niveau européen. Quand le projet est achevé, qu'il est considéré comme une bonne pratique, il a une très grande visibilité au niveau européen. Et nous renforçons cette visibilité au niveau de l'agence en essayant d'accompagner ces porteurs de projets à les rendre plus visibles. Donc ça, c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir. Voilà. C'est peut-être un peu court, mais c'est ce que j'ai en tête dans l'immédiat. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup, Laure Coudrello. Merci également à nos invités, Martine Sousse et Ivor Davis.